Donc sur des sous-espaces vectoriels, une fois qu'on en a plusieurs, donc ce sont plusieurs parties d'un espace E, donc ici on va en prendre 2 pour F1 et F2, on connaît un ensemble d'opérations sur les parties. Alors les opérations qu'on a habituellement, ce sont donc l'intersection, l'union et F1 privé de F2. Alors il faut faire attention que sur les espaces vectoriels, les opérations qui sont utiles, et on va voir parce qu'elles sont stables par opération justement, c'est seulement l'intersection. Donc l'intersection de deux espaces vectoriels est encore un espace vectoriel. Si on peut penser par exemple l'intersection de deux plans, c'est une droite, et donc on obtient bien encore quelque chose de vectoriel. Et l'autre opération qui est utile, c'est donc la somme. Alors la somme, c'est une opération donc plus fine, dans le sens où si on dit qu'est-ce que c'est qu'un espace F1 plus un espace F2, c'est donc n'importe quel vecteur de F1 plus n'importe quel vecteur de F2. Et donc ça, faut que ça soit bien sûr un paramétrage de notre somme. Et donc lui également est un espace vectoriel. Donc ça, c'est une propriété qu'on va devoir démontrer. Et ensuite, on dispose d'une définition de somme directe. Alors on dit que deux espaces sont en somme directe, en quelque sorte, s'ils partagent aucun vecteur sauf le plus simple. C'est-à-dire dans tous les espaces, il y a au moins le vecteur nul, par définition. Donc justement, dire F1 inter F2 n'ont pas de direction commune. C'est la seule direction qui serait commune, c'est le vecteur nul, autrement dit pas de direction. Mais on n'aura jamais F1 inter F2 égale l'ensemble vide. Donc on peut penser en termes d'ensemble habituellement dit disjoint, mais ici c'est absurde d'être disjoint. Le plus petit possible d'une intersection, c'est le singleton vecteur nul. Et dans ce cas-là, la somme des deux est en fait une somme raffinée. Donc, des fois on parle d'union disjointe dans le cadre des probabilités. Ici donc, on a une somme qu'on dit directe. Donc si F1 et F2 ne partagent aucune direction, leur somme est notée avec un rond. Et donc on dit la somme directe des deux espaces. Et de plus, on dit que F1 et F2 sont supplémentaires. S'ils sont en somme directe, c'est-à-dire si l'intersection vaut le singleton vecteur nul, et si leur somme vaut l'espace tout entier. Et donc on va en faire des exemples. Donc on démontre ici la proposition 2.2, c'est-à-dire que pour F1 et F2, deux sous-espaces vectoriels, alors on doit démontrer que l'intersection des deux et la somme des deux est encore un espace vectoriel. Donc on va commencer par l'intersection. Alors l'intersection est encore une partie de E. Donc étant donné que l'intersection est encore une partie de E, on peut démontrer que c'est un sous-espace de E. Alors, pour démontrer que c'est un sous-espace, il faut réussir à démontrer justement qu'on est non vide. Alors on est non vide parce que le vecteur nul appartient à F1 et le vecteur nul appartient à F2. En effet, c'est une des propriétés indispensables pour être un sous-espace vectoriel. Donc ils ont tous les deux le vecteur nul, donc l'intersection, par définition, appartenir à l'un et à l'autre, ça veut dire appartenir à l'intersection. L'intersection dispose aussi du vecteur nul. Et on doit démontrer donc stable par combinaison linéaire. Donc pour démontrer stable, on prend donc deux vecteurs. De l'intersection et un scalaire. Et on doit réussir à démontrer que la combinaison linéaire appartient encore à F1 inter F2. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'on a d'une part que vu que U appartient à F1 inter F2, il appartient à F1 et il appartient aussi à F2. Donc en fait U et V appartiennent à F1. Donc U plus lambda V, c'est une combinaison linéaire de vecteurs de F1. Donc il appartient à F1 car F1 est un sous-espace vectoriel. Et de la même manière, U et V, on sait qu'ils appartiennent à F2. Donc U plus lambda V appartient bien à F2. Et donc la conjonction de ces deux propriétés-là nous donne que la combinaison linéaire appartient à l'un et à l'autre. Donc
U plus lambda V appartient à F1 inter F2. Et ainsi, F1 inter F2 est un sous K espace vectoriel de E. Voilà. Alors ensuite, on passe à la somme. Alors la somme, c'est encore une partie de E, car par définition, la somme, c'est donc n'importe quel vecteur de F1, donc c'est-à-dire en particulier un vecteur de E, plus un vecteur de F2, c'est-à-dire un vecteur de E, et quand on additionne deux vecteurs de E, on est encore un vecteur de E. Donc ça, c'est car E est un KEV, un K espace vectoriel. Donc il est stable par opération. Donc F1 plus F2 est encore dans E. On ne peut pas sortir de l'espace vectoriel. Donc on démontre pareil non vide. La définition de F1 plus F2, c'est donc n'importe quel vecteur peut s'écrire comme étant la somme de 2. Donc justement, on peut partir de l'observation que 0, c'est un vecteur de F1. 0, c'est un vecteur de F2. Donc si on additionne ces deux-là, bien sûr qu'on tombe sur 0, mais on tombe surtout sur un vecteur de la somme F1 plus F2. Donc au final, le vecteur nul appartient à F1 plus F2. Et en second lieu, on va faire stable par combinaison linéaire. C'est-à-dire que si on prend un vecteur, deux vecteurs, j'en prends un qui s'écrit comme étant U1 plus U2 dans F1 plus F2, et un deuxième V qui s'écrirait V1 plus V2, un vecteur de F1 plus F2 et un scalaire. Donc on prend deux vecteurs de la somme et un scalaire. Il faut réussir à démontrer que la combinaison linéaire est encore dans la somme. Donc ça c'est purement algébrique, c'est-à-dire des opérations. Si vous faites U plus lambda V, ça va bien se distribuer comme étant, si on fait cette ligne-là plus lambda fois cette ligne-là, on voit que ça fait U1 plus lambda V1 plus U2 plus lambda V2 avec le premier vecteur appartenant à F1, car F1 est un espace vectoriel, donc il est stable par combinaison linéaire. F2 est un espace vectoriel, donc il est stable par combinaison linéaire. Et donc on retrouve la définition de, c'est la somme de deux vecteurs, un de F1 et un de F2. Autrement dit, ça appartient aussi à F1 plus F2. Et donc on est bien stable par combinaison linéaire. On obtient de la même manière une conclusion qui est F1 plus F2 est un sous-espace vectoriel de E. Donc on va faire un exemple d'espace supplémentaire. Donc ici, on prend à nouveau notre exemple de plan. Donc on a par exemple le plan de coordonnées d'équation cartésienne x moins y plus z égale 0. On a déjà démontré que ça c'était un espace vectoriel par deux méthodes. Et on a D qui sera donc une droite égale l'espace engendré par un seul vecteur, 1, moins 1, 1. Donc ça bien sûr c'est un espace engendré, autrement dit c'est l'ensemble des combinaisons linéaires. Donc ça c'est bien aussi une partie de R3 et c'est un espace vectoriel en tant que espace engendré. Donc toujours si on veut démontrer qu'ils sont supplémentaires, c'est la première question, c'est il faut bien sûr que les espaces ici soient tous les deux des sous-espaces vectoriels. Donc c'est non trivial pour P, mais on l'a déjà fait. Ce sont deux sous R, espace vectoriel de R3. Donc déjà première propriété. Ensuite, il nous faut calculer donc l'intersection et leur somme. Alors on veut que l'intersection soit réduite au vecteur nul, autrement dit, on va dire qu'ils sont en somme directe, ils n'ont aucune direction commune. Alors comment on fait pour démontrer ça? Donc on va démontrer ça que P inter D égale
le singleton vecteur nul. Alors ça c'est donc une égalité d'ensemble. Pour faire une égalité d'ensemble, en général on fait par double inclusion, en observant systématiquement que l'inclusion, celle-ci, ça serait est-ce que le vecteur nul appartient à P inter D? Oui, ça c'est toujours vrai, parce que P inter D est un espace vectoriel, donc il contient le vecteur nul. En fait, cette inclusion-là est systématiquement triviale, ça c'est car le vecteur nul appartient à P et à D. Donc il nous reste uniquement l'inclusion dans ce sens-là, c'est-à-dire est-ce que P inter D est inclus dans le vecteur nul. Donc pour démontrer l'inclusion, on passe aux éléments, c'est-à-dire qu'il suffit de prendre un vecteur dont j'introduis les coordonnées x, y, z qui appartient à P et à D. Il faut réussir à démontrer que nécessairement toutes ces coordonnées-là valent 0. Donc je vais déjà exploiter le fait qu'on appartienne à la droite. Si on appartient à la droite, ça veut dire qu'il existe un lambda réel tel que U égale lambda fois le vecteur qui engendre. Donc ici, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul vecteur dans ma famille. S'il y avait 2 vecteurs, il faudrait 2 scalaires. Si on avait 3 scalaires, et ainsi de suite. Donc ici, on obtient ça. Autrement dit, le vecteur U est de coordonnées lambda, moins lambda, lambda. Donc x égale lambda, y égale moins lambda, z égale lambda. Ça, c'est la propriété. On est dans la droite. Puis, on sait que U est dans le plan. Donc, on sait que 0, c'est x moins y plus z. Sauf que x vaut lambda, y vaut moins lambda, et z vaut lambda. Donc 3 lambda. Autrement dit, on a simplement trouvé que le lambda en question valait 0. Le nombre 0, si on veut citer. Donc, le vecteur U, c'est lambda moins lambda 0. Autrement dit, c'est bien le vecteur nul. Donc, on a bien réussi à démontrer que n'importe quel vecteur de P inter D était forcément le vecteur nul. Donc, ils sont en somme directe. Intuitivement, ils n'ont aucune direction commune. Donc on va désormais passer à la propriété de que vaut la somme des deux espaces. On sait que la somme est directe, mais que vaut-elle? Et on voudrait ici démontrer qu'elle vaut bien R3. Alors, de la même manière, il y a une inclusion qui est toujours vraie. L'inclusion ici qui est toujours vraie, c'est que c'est celle-ci. Parce que si on prend un vecteur du plan plus un vecteur de la droite, un vecteur du plan appartient nécessairement à R3, et un vecteur de la droite aussi. Donc on a encore un vecteur de R3 quand on additionne les deux. Donc ce sens-là est trivial. Puis on démontre l'inclusion réciproque. Donc pour faire l'inclusion réciproque, on passe aux éléments. Donc on doit considérer un vecteur quelconque de R3. Et ce vecteur de R3, il faut pouvoir l'écrire comme étant un vecteur de P plus un vecteur de D. Donc de toute façon, on connaît mieux la paramétrisation de D, c'est-à-dire que on écrit U égale, par exemple on peut écrire, on passe directement aux coordonnées, c'est-à-dire qu'on a vu que les vecteurs de D s'écrivaient comme étant lambda, moins lambda, lambda. Et donc si vous voulez que U, ça soit x plus x, y et z, on n'a plus le choix. Ici, ça va être x moins lambda. Ici, ça doit être y plus lambda. Et ici, ça doit être z moins lambda. Donc on écrit U comme étant ici un vecteur plus un autre vecteur. Et ça, on aimerait bien que ça soit donc un vecteur de P plus D. Alors vous voyez, ce qui me manque, c'est que vaut lambda pour que ça marche. Donc quelle que soit la valeur de lambda, ici on a bien un vecteur de D. La condition qui est difficile, c'est est-ce qu'on a bien ici un vecteur du plan? Alors justement, le fait de savoir si on a un vecteur du plan, c'est
je laisse la place pour dire quelle est la valeur de lambda que je vais poser. On a un vecteur du plan, c'est-à-dire x moins lambda, y plus lambda et z moins lambda appartient au plan si et seulement si. Alors si on fait ça, l'abscisse moins l'ordonnée plus la profondeur, on veut que ça vaille 0. Et donc ça, bien sûr, ça se résout en étant 3 lambda, enfin x moins y plus z égale 3 lambda. Donc il suffit de poser la solution de cette équation-là pour que ça soit vrai. C'est-à-dire on pose x moins y plus z divisé par 3. Ça c'est bien un réel qui permet de dire, et bien à cause de cette équation-là, on a bien que ce vecteur-là appartient à P, à cause de la paramétrisation de la droite, ça c'est bien un vecteur de la droite, donc on appartient à P plus D. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que ce sont des espaces supplémentaires dans R3, autrement dit, ils sont en somme directe, leur intersection est réduite au singleton 0, et leur somme vaut l'espace tout entier, leur somme vaut bien R3. Donc on va faire un second exemple d'espace supplémentaire. Donc on va démontrer que l'ensemble des matrices symétriques et l'ensemble des matrices antisymétriques, qui par définition est les matrices carrées telles que la transposée égale l'opposé, sont donc des supplémentaires dans Mn de R. Donc le premier point, c'est de démontrer que les deux, ce sont bien des espaces vectoriels. Donc on a déjà démontré pour Sn de R que c'est un espace vectoriel, mais par contre on va le démontrer pour An de R. Et on va le démontrer en tant que sous-espace vectoriel de Mn de R. Donc c'est le point pour les matrices symétriques, c'est déjà vu. Le point pour les matrices antisymétriques, c'est à voir. Alors pourquoi l'ensemble des matrices symétriques est donc un sous-espace vectoriel? Parce qu'il est donc non vide, c'est-à-dire la matrice nulle, qui est le vecteur nul de notre espace, est antisymétrique. En effet, la transposée de la matrice nulle, ça vaut la matrice nulle, mais c'est aussi moins la matrice nulle. Donc c'est antisymétrique et stable par combinaison linéaire. C'est-à-dire que si on prend deux matrices antisymétriques, que je vais peut-être appeler par la suite avec des lettres A pour antisymétrique, si je prends A1 et A2 des matrices antisymétriques, et un scalaire, un réel, ici, alors la combinaison linéaire A1 plus lambda A2, quand je la transpose, on sait que les opérations transposées sont stables par combinaison linéaire, c'est-à-dire que la transposée de la combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des transposées. Et comme A1 est antisymétrique, ça fait moins A1 plus lambda facteur de moins A2, car A2 est aussi antisymétrique, ce qui vaut bien moins en facteur A1 plus lambda A2. Donc on a bien que A1 plus lambda A2 est antisymétrique. Donc notre espace AN est aussi un espace vectoriel. Donc ça c'est le premier point. Les deux sont des espaces vectoriels. Ensuite, on doit réussir à démontrer que l'intersection est triviale dans le sens réduit au singleton 0. Et la seule inclusion qui est intéressante d'étudier, c'est donc l'inclusion non triviale qui est celle-ci. Sachant que l'inclusion réciproque est donc triviale. Donc pour faire cette inclusion-là, on va donc prendre une matrice, passer aux éléments, prendre une matrice qui se situe dans l'ensemble de gauche, c'est-à-dire une matrice qui est à la fois symétrique et antisymétrique. Il faut réussir à démontrer que la matrice est nulle. Donc ce qu'on sait comme équation, c'est que on a la transposée de M,
d'une part c'est égal à m car la matrice est symétrique, d'autre part c'est égal à moins m car la matrice est antisymétrique. Et donc étant donné que m égale moins m, alors m égale 0. C'était ce qu'il fallait démontrer. Donc on va ensuite passer à la somme. Donc il faut réussir à démontrer que la somme Sn plus, alors je peux mettre une conclusion. Conclusion ici de cette partie-là, c'est, on dit Sn et An sont en somme directe. On ne partage aucune direction commune. Voilà. Alors maintenant, on va calculer que vaut cette somme. Donc on aimerait que cette somme soit complète, c'est-à-dire vaille Mn de R. Donc on sait déjà qu'il y a une inclusion qui est triviale. C'est-à-dire que nécessairement, cette somme-là est forcément inclue dans Mn de R. Donc l'inclusion non triviale, c'est celle-ci. Est-ce que toutes les matrices de Mn de R sont bien dans Sn plus An? Alors donc on passe aux éléments, c'est-à-dire on prend un élément dans le plus petit supposé, soit M appartenant à Mn de R. Alors l'idée ici, c'est qu'il faut réussir à écrire M comme étant une matrice symétrique plus une matrice antisymétrique. Alors ici, on peut faire par analyse synthèse. C'est-à-dire qu'on doit résoudre l'équation. On veut que M, ça soit égal à... Alors j'ai mis A. C'est pas grave, ça marche aussi. A plus S. Alors j'aurais voulu écrire S plus A, mais j'écris A plus S. Donc on veut que M égale A plus S, avec A étant une matrice antisymétrique, et S une matrice symétrique. Et donc les inconnus de ce système, c'est justement ma matrice A et ma matrice S. Comment les définir? Alors à partir de ça, donc, par analyse synthèse, on peut avancer par implication sans garder l'équivalence. Et donc ce qui paraît naturel, c'est calculer la transposée. Donc que vaut la transposée? Ça vaut transposée de A, c'est-à-dire moins A, plus transposée de S, c'est-à-dire S, et M vaut toujours A plus S. Voilà. Et donc ici on se retrouve par contre avec un système somme-différence qu'on sait résoudre. C'est-à-dire si on additionne les deux, on tombe sur 2S. Et si on soustrait les deux, on tombe sur 2A. Autrement dit, les seuls candidats qui paraissent admissibles sont S égale M plus transposé de M sur 2. Et le seul candidat admissible pour A, ce serait M moins transposé de M sur 2. Alors maintenant, ce sont que des candidats, donc il va falloir vérifier toutes ces propriétés-là, donc ces trois propriétés-là. Donc on a bien déjà S plus A égale, alors ça fait M plus transposé de M sur M plus M sur 2 moins transposé de M, donc les transposés se simplifient, et donc on trouve bien M. Autrement dit, la somme des deux vaut bien M. On veut que S soit symétrique, autrement dit on calcule la transposée. Donc quelle est la transposée d'une combinaison linéaire? C'est la combinaison linéaire des transposés, donc je change le facteur demi, par exemple ça ferait transposé de M plus transposé de transposé, c'est-à-dire M, ce qui refait bien S, et la transposée de A, donc c'est le 1,5, je mets en facteur, ça fait transposé de M moins M, donc ça on retrouve bien moins A. Et donc ces propriétés-là nous donnent bien qu'en effet, M, c'est un vecteur qui peut se décomposer comme étant une matrice symétrique plus une matrice antisymétrique. Donc ça appartient à Sn de R plus An de R. Et donc la conclusion, c'est qu'ils sont supplémentaires, ce qui s'écrit simplement avec la notation Mn de R se décompose en somme supplémentaire, c'est-à-dire c'est la somme directe qu'on entoure entre Sn de R et An de R. N'importe quelle matrice se décompose de manière unique comme étant une matrice symétrique plus une matrice antisymétrique.